Bonjour à tous, c'est l'été, il fait chaud et la saison des films de requins bat son plein. On a déjà eu Beast of War, qu'on aura tous normalement oublié d'ici 15 jours si ce n'est pas déjà fait, et aujourd'hui on s'attaque à Deepwater de Renny Harlin, l'homme qui a réalisé Peur Bleue. On était en droit d'en attendre quelque chose, on va voir ce qu'il en reste. J'ai de mauvaises vibrations. Deepwater nous propose une histoire simple qui nous raconte les aventures malheureuses d'un groupe de passagers rescapés d'un crash d'avion, isolés au beau milieu d'un océan infesté de requins. Alors pour les plus distraits, Renny Harlin au sommet de son art, c'était surtout 58 minutes pour vivre et Cliffhanger, des films qui ont largement prouvé les capacités du réalisateur à proposer du divertissement de haute volée. Il est fort. Il y a d'ailleurs probablement dans sa filmographie plus à sauver que les deux titres précités, mais disons pour simplifier les choses que depuis Peur Bleue, sa carrière cinématographique ne brille plus vraiment comme à la grande époque. Et quoi de mieux pour se remettre en selle après une série de bides qu'un film catastrophe, domaine dans lequel le réalisateur a toujours semblé plutôt à l'aise. Alors naufrage ou retour en forme? Eh bien je n'irai pas par 4 chemins, il va falloir sortir les rustines car le rafio prend l'eau de tous les côtés. Oh bon Dieu. Mais commençons par voir ce qui fonctionne bien dans Deepwater. Contrairement au requin blanc de Beast of War qui fondait sur ses victimes à la vitesse d'un train de marchandises et qui avait l'air de faire des repas trop lourds, les squales de Deepwater sont très en forme. Ils frétillent comme un banc de sardines, montent parfois sur les pneumatiques et chargent les nageurs écervelés avec une sauvagerie qui fait plaisir à voir. Oh, est-ce que c'est excitant! Et sans être excessivement généreux non plus, le film propose une quantité honorable d'attaques violentes qui remplissent plus ou moins le quota d'agression attendu pour un film de requin. On peut aussi saluer quelques petites audaces au niveau du script qui n'hésitera pas à sacrifier certains personnages de manière inattendue, un peu dans le style de Peur Bleue mais avec un déroulé assez différent. Je ne vous en dis pas plus. C'est une surprise. Tout ça reste néanmoins d'un intérêt assez limité et je le mentionne uniquement pour souligner que malgré ses nombreux problèmes et bien qu'il aille se vautrer lamentablement sur les plates-bandes du film familial, Deepwater n'est pas une bleuette. Enfin, vous avez bien compris que le nouveau métrage de Renny Harlin n'était pas seulement un film de requin mais aussi un film catastrophe. Vous allez donc y retrouver une impressionnante séquence de crash d'avion qui vaut le détour à elle seule. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Ce n'est probablement pas la plus spectaculaire vue au cinéma, mais comme on dit, c'est du lourd et elle vaut son pesant de cacahuètes. Le réalisateur n'y va pas de main morte et nous convie à une longue séquence de violence et de chaos dont le souci du détail et la cruauté ne sont pas sans rappeler l'incroyable accident de la route du deuxième destination finale. 10 minutes d'horreur pure que vous n'oublierez pas de sitôt. Bravo. Super. Malheureusement, ce moment de bravoure cinématographique finira noyé sous un amas de tares qui tire le film vers le bas, à commencer par les personnages. Car en guise de protagoniste, je peux vous dire que vous allez avoir droit à une avalanche de têtes à claques comme vous n'en aviez pas vu depuis un sacré moment. Il y a cependant 2 exceptions, et on va commencer par cela. On démarre avec Rich, le commandant de bord joué par Ben Kingsley, toujours excellent, ici dans un rôle de vieux singe qui connaît parfaitement son boulot au point d'en tordre les règles à sa convenance. Un pilote parfaitement aguerri, capable de garder son sang-froid dans les pires situations. Angus qui a des couilles. Ben Kingsley porte à lui seul la première moitié du film et il est suivi de très près par Aaron Eckhart, lui aussi excellent dans son rôle de premier officier usé par la vie, dont la carrière n'a pas tourné comme il l'aurait souhaité. Maintenant, on arrive sur les caricatures et je sais que dans une certaine mesure, c'est attendu dans un film catastrophe, mais faut pas pousser non plus. Maman, j'ai peur. Ah mais non, chérie, c'est rien. On retrouve d'un côté les 2 geeks asiatiques, secrètement amoureux l'un de l'autre, coéquipiers d'un club de gamers qui interdit les relations sentimentales entre ses membres. 2 individus a priori intelligents et donc filiformes, qui vont immédiatement entrer en conflit avec Hutch, le capitaine d'une équipe de football américain, un beau gosse un peu balèze, donc mal embouché, idiot et surtout extrêmement agressif. Ok, bon, on sait que t'adores les muscles. Quoi d'autre? Un personnage antédiluvien qu'on a déjà vu 10 000 fois au cinéma et dont on aimerait bien se passer pour changer, même si on sait très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que ce type d'individu existe dans la réalité, ce qui me surprendra toujours. Évidemment, il fera l'objet d'un arc narratif qui lui offrira une rédemption très tardive après nous avoir saoulé pendant une bonne heure de film avec son mauvais caractère. Le jeune footballeur n'est pas tout seul à faire étalage de sa connerie car il est épaulé par un vieux con, prénommé Dan, sans lequel le tableau ne serait pas complet. Le personnage, largement surjoué par Angus Sampson, représente l'archétype du mauvais voyageur, une espèce de connard qui cumule à peu près toutes les tares possibles et imaginables. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plus à cette époque de l'année. Un individu mal élevé et agressif aux exigences de diva qui met un point d'honneur à enfreindre toutes les règles de civisme possibles et imaginables. C'est d'ailleurs quand j'ai vu apparaître ce monument de subtilité à l'écran que je me suis rendu compte que le film ne serait probablement pas du niveau attendu. Bref, le jeune con Hutch et le vieux con Dan ne sont là que pour emmerder le monde gratuitement et si leur attitude est fatigante pour les passagers de l'avion, elle l'est encore plus pour le spectateur.
Et en parlant de gens pénibles, on arrive au pompon qui est décroché sans forcer par l'ignoble Cora et sa famille recomposée. Oh, merde. Et pourtant... Eh oui, on était trop tranquilles, je m'en doutais. Si vous êtes des gens normalement constitués, vous devriez être pris d'une furieuse envie de lui décoller la tête dès sa première apparition à l'écran. Son visage rappelle d'ailleurs un peu cette gamine au rictus maléfique rendue populaire dans un mème de maison qui brûle. Mais contrairement aux autres caricatures du film, Cora, très mal interprétée par Molly Bell Wright, n'est pas un cliché ancestral du film catastrophe, mais plutôt un stéréotype gauchiste qui a émergé dans le courant des années 2000 avec l'explosion des divorces, la multiplication des familles recomposées, l'effacement du père et l'effondrement de l'autorité parentale. Regarde tout ce bordel de merde. La petite Cora est donc sans surprise une gamine odieuse et méprisante, anormalement mature, avec les attitudes d'une vieille fille de 40 ans aigrie par la vie. Il ne lui manque plus qu'une clope et un spritz pour compléter le tableau. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Et si vous trouvez que j'exagère, notez bien qu'elle proposera quand même sur un ton sarcastique de coller une puce RFID sur son demi-frère comme pour les animaux. Tout ça sous le regard mielleux de parents démissionnaires qui auraient mieux fait de lui coller une bonne fessée. Et je ne vous parle même pas de la façon dont elle s'adresse au premier officier de bord, lui aussi charmé et émerveillé par tant de perfection chez une si jeune personne. Un personnage insupportable qui pourrit le film à chacune de ses apparitions. Vous en avez pour votre pognon. Et spoiler, je suis au regret de vous annoncer qu'elle ne finira malheureusement pas dans l'estomac d'un requin, j'en aurais pourtant eu des larmes de joie aux yeux. Et puisqu'on parle de nouveau de requins, on va aborder maintenant les effets spéciaux. Comme je le disais précédemment, en comparant les bestioles à celles de Beast of War, les squales sont plutôt nerveux et nous réservent quelques belles attaques, surtout d'ailleurs quand elles sont plus suggérées que réellement montrées. Le problème, c'est qu'à côté de ça, Deep Water nous balance une palanquée de séquences de requins en 3D tellement abominables qu'on les croirait sorties d'une cinématique de jeu des années 90. Ça valait le coup de venir. C'était déjà le cas dans Peur Bleue, dans une moindre mesure, mais j'ai l'impression que les effets spéciaux de Deep Water sont bien pires. Les requins sont raides comme des bouts de bois et se déplacent avec des mouvements saccadés qui laissent franchement perplexes. Apparemment, tout le pognon est parti dans le crash d'avion et il ne restait plus rien pour les animaux. Ce n'est qu'une hypothèse que je fais. C'est une idée que j'avance. En termes de narration, le film tient la route jusqu'au crash d'avion, moment à partir duquel le déroulé de l'action devient parfois confus. Je ne sais pas si c'est dû à un montage malhabile ou autre chose, mais vous allez rencontrer des faux raccords un peu troublants et des ellipses narratives parfois un peu déstabilisantes qui n'aident pas vraiment à bien comprendre qui fait quoi et à quel moment. Je n'ai pas tout relevé, mais vers 35 minutes de film, on passe par exemple littéralement de la nuit noire à une journée bien entamée en l'espace de quelques secondes sans que rien ne vienne le justifier. Jour. Nuit. Jour. Enfin, pour couronner le tout, et dans une volonté manifeste de nous coller un maximum de rebondissements, Rémi Harlin a cru bon de nous offrir une relecture de la scène d'hélicoptère anthologique de La mort au large, un nanar italien obscur qui a néanmoins séduit pas mal de monde dans les vidéoclubs de l'époque, et qui surtout pompait déjà allègrement les dents de la mer de Steven Spielberg. Excellente idée. Dans ces cas-là, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que la moindre des choses c'est de refaire la scène en mieux. Eh bien ce ne sera pas le cas, et l'épisode est encore plus nanardesque que dans l'original, il fallait quand même le faire. Un grand moment d'absurdité et de n'importe quoi que je vous laisse découvrir avec délice. En résumé, Deep Water n'est absolument pas à la hauteur de mes attentes. Sans être une catastrophe abyssale non plus, c'est clairement un sous-produit, très inférieur à des films comme Peur Bleue, The Reef ou Instinct de survie, et vaguement supérieur au médiocre Beast of War pour citer une sortie récente. Les scènes mémorables ne sont pas légion, en dehors du très impressionnant crash d'avion qui aurait mérité un meilleur emballage pour espérer passer à la postérité. À côté de ça, le film n'offrira que de trop rares moments de tension, presque tous pourris d'ailleurs par la galerie de tête à claque insupportables qui tentent de survivre sans trop de conviction durant cette aventure modérément palpitante. Est-ce que ça t'a plu ce que tu viens de voir? Non, je veux dire oui, mais... Franchement, si je veux voir du film catastrophe en haute mer, je préfère encore me remettre 1000 fois l'aventure du Poséidon avec Gene Hackman, avec ou sans requin, plutôt que ce Deep Water informe qui ne redore définitivement pas le blason de son réalisateur. Mais est-ce vraiment une surprise quand on sait qu'il n'a quasiment rien sorti de potable depuis des années? Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, même si vous êtes en vacances, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Dis donc, c'est super génial que tu te sois abonné à Cinéblast, ma chérie. Si un monsieur il s'abonne pas, je lui fais bouffer ses dents. Bonne idée, tu es bien la fille de ton père, toi, dis donc.